Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire organisé par Hippocrate Développement en partenariat aujourd'hui avec l'équipe de Médecins Directs et qui est donc dédié à la téléconsultation assistée. Alors, plusieurs rappels pour ce webinaire, pour l'introduire. La téléconsultation assistée, à la différence de la téléconsultation simple, allie la présence d'un soignant, le plus souvent un infirmier, en présentiel et d'un médecin en distanciel pour offrir une prise en charge médicale optimale et de proximité aux patients. Chez Hippocrate Développement, comme chez Médecins Directs, nous sommes favorables à cette pratique puisqu'elle tient compte de la première recommandation de la HAS concernant la téléconsultation et le télésoin, à savoir que ces installations doivent être faites en priorité dans des lieux où exercent les professionnels de santé pour ne pas que nos patients soient seuls. Alors, permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres également en introduction. En 2019, ce sont à peu près 80 000 actes de téléconsultation qui vont être réalisés en France, contre plus de 13,5 millions en 2022. Aujourd'hui, 75% des praticiens, des médecins, ont eu recours au moins une fois à la téléconsultation. De plus, une récente étude montre que la satisfaction globale des patients est importante pour deux raisons majeures. La première, la réduction des délais d'attente pour l'accès aux soins et enfin, la facilité de réponse pour obtenir un service. Alors aujourd'hui, pour nous parler de ce modèle qui est une véritable innovation organisationnelle indépendamment des technologies qui y sont utilisées, nous avons le plaisir de recevoir différents experts qui vont nous partager leur vision. Tout d'abord, nous écouterons le coordinateur d'une communauté professionnelle territoriale de santé, une CPTS, Monsieur Riyad Modarbacus, donc pour la CPTS de Liévin Pays d'Artois dans les Hauts-de-France, qui nous parlera de sa vision sur son territoire et de l'intégration de ce projet pour la mise en place de téléconsultation assistée avec ses professionnels de santé. Ensuite, maître Yannick Francia, avocat spécialisé en droit de la santé, nous éclairera sur des aspects juridiques liés à cette pratique en abordant notamment la confidentialité ou bien encore la responsabilité professionnelle. Nous aurons le plaisir ensuite de pouvoir interroger un binôme médecin-infirmier, le docteur Thierry Manteau et monsieur Pierre Vétrénaud, qui nous expliqueront les aspects pratiques liés à cette innovation organisationnelle, comment est-ce que cela vient impacter leur métier et comment est-ce que cette pratique fait évoluer leur quotidien, mais aussi celui de leurs patients et de leurs proches aidants. Et pour terminer, nous aurons monsieur Gérald Conté, qui est un expert en évaluation des usages et notamment autour des questions du numérique en santé, qui nous aidera à comprendre les critères d'évaluation autour de la téléconsultation assistée. Alors, je suis convaincue que ce webinaire sera riche d'enseignements et de discussions pour chacun d'entre nous. Merci à tous nos intervenants pour leur participation. Merci à vous également qui participez aujourd'hui à ce webinaire. Comme vous le voyez sur votre écran, vous pouvez poser vos questions en direct dans l'onglet à droite qui est dédié. Des sondages vous seront présentés. Le replay sera ensuite disponible sur nos réseaux sociaux, mais également envoyé par mail pour que vous puissiez le partager à votre communauté et nous répondrons à vos questions en fin de session. Alors, sans plus attendre, je vais céder la parole à Riyad Modarbacus, qui est le premier à intervenir aujourd'hui. Riyad, vous êtes donc le coordinateur de la CPTS de Liévin Pays d'Artois dans les Hauts-de-France, qui est une des premières CPTS du territoire et qui, historiquement d'ailleurs, avait été portée par le docteur Sophie Sergent, qui ensuite a pris des responsabilités ministérielles pour favoriser l'accès aux soins et allier le numérique en santé. Preuve du dynamisme que vous avez aujourd'hui encore avec votre bureau et les professionnels de votre territoire. Alors, il y a une première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment la téléconsultation assistée vient s'intégrer dans votre stratégie de santé au sein de votre territoire ? Merci. Bonjour à tous. Voilà, pour commencer un petit peu, je souhaite vous représenter rapidement en fait l'historique aujourd'hui de notre CPTS. Donc c'est une CPTS de taille 3, donc pour un bassin d'approximativement 100 000 habitants, donc qui est situé en fait dans les Hauts-de-France. Elle existe depuis septembre 2020. Donc effectivement, c'est le docteur Sergent qui a été à la manœuvre en fait, enfin pour l'émulsion en fait de cette CPTS qui émane elle-même en fait d'un comité ville-hôpital. Notamment au sein de la commune de Liévin. Il est presque naturel aujourd'hui que cette CPTS aujourd'hui, enfin
enfin que ce comité ville-hôpital ait évolué vers cette CPTS. Donc, quand je suis arrivé en fait en 2020 en tant que coordinateur, notamment en fait le projet de santé dont il y a des missions aujourd'hui des CPTS. Donc il y avait 42 aujourd'hui médecins généralistes installés sur le territoire à l'époque. Donc à ce jour, avec notamment certains départs en retraite non remplacés, etc. On est arrivé en fait à un chiffre de 36 avec différentes innovations qui ont pu être proposées par la CPTS. Enfin, c'est vrai que aujourd'hui, dans le champ, on va dire stratégique et politique en fait de la CPTS, l'objectif étant de faire mieux travailler ensemble les acteurs de santé d'un territoire, car il s'agit principalement en fait d'une association de professionnels de santé. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation, hein, c'est quelque chose que je tiens à souligner, de faire partie en fait d'une CPTS. Donc on met à disposition en fait des outils et libre aux professionnels et acteurs de santé en fait de se l'approprier. Donc aujourd'hui la téléconsultation c'est au fur et à mesure intégré au sein de notre stratégie territoriale pour répondre en fait à d'une part cette désertification, aussi pour répondre aussi à la mission d'accès aux soins, développer aussi la qualité et la pertinence des soins, tout en accompagnant en fait les professionnels de santé. Aujourd'hui, il s'agit d'une expérimentation à notre échelle. Ce n'est pas encore en fait totalement déployé. Donc l'articulation entre notamment les professionnels de santé, principalement aussi les maisons de santé, qui sont un petit peu les laboratoires aujourd'hui pour les CPTS, ont permis en fait de tester aujourd'hui en fait ce dispositif. Merci pour cette réponse. Pour la mettre en place, vous l'avez dit, vous êtes plutôt au stade d'expérimentation. J'imagine que mettre en place la téléconsultation assistée à disposition donc de l'ensemble de vos professionnels, notamment pour pallier aussi à un manque de médecins sur votre territoire, ça vous demande de relever un certain nombre de défis. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui comme dispositif, il s'agit en fait d'une mallette de téléconsultation assistée. La CPTS a choisi d'investir en fait dans ce dispositif avec justement des dispositifs connectés. La difficulté principale a été en fait cette acculturation aujourd'hui des professionnels de santé, notamment les médecins généralistes et les infirmiers qui seront les principaux effecteurs aujourd'hui pour les médecins. On est en train de réfléchir aussi à une certaine organisation. On est en train de tester, par exemple, avoir aujourd'hui la mallette à disposition pour les infirmiers afin qu'ils puissent organiser avec les médecins traitants des personnes, des journées en fait dédiées aujourd'hui en fait à ces téléconsultations, avec sans trop perturber au final en fait le fonctionnement du médecin généraliste, avec 2 consultations en physique qui vont ensuite permettre après en fait d'avoir une téléconsultation assistée. C'est pour l'organisation au long de la journée en fait du médecin, ce qui permet en fait d'une part le déplacement, on va dire, de l'infirmière, la réalisation, la préparation en fait en amont de la téléconsultation, sans pour autant trop perturber en fait le fonctionnement de l'agenda, on va dire, du praticien. Très bien. Alors, j'entends donc que la CPTS a un rôle qui va être à 2 niveaux, puisque, vous l'avez dit, on met à disposition des professionnels des outils. Donc, notamment, vous avez parlé de la mallette. Donc, j'imagine que ces outils-là sont potentiellement financés par la CPTS. Et si vous voulez bien nous en dire 2 mots afin de nous permettre de savoir comment est-ce que ces actions peuvent être reconduites dans d'autres CPTS. Vous l'avez aussi expliqué, il y a tout un enjeu autour de l'organisation. Finalement, comment est-ce que vous allez assurer la collaboration entre les professionnels de santé de votre territoire? Alors l'objectif principal en fait ça a été de communiquer aussi auprès des adhérents aujourd'hui de la CPTS, parce qu'il faut forcément être adhérent pour aujourd'hui bénéficier en fait de ce dispositif. Effectivement c'est la CPTS qui a financé l'achat
enfin c'est plutôt la location plutôt longue durée du matériel. L'objectif étant, comme pour une voiture, au final, avoir en fait le dernier modèle, les dernières évolutions, que ce soit en fait en termes de hardware, enfin de dispositifs ou de mallettes, d'écrans, etc., mais également en termes de software. L'idée étant de pouvoir proposer en fait la CPTS, pour rappel, est une entité qui organise en fait du soin et n'est pas effectrice à proprement parler dans le soin. Donc on va mettre à disposition des outils de coordination entre les professionnels de santé sans pour autant intervenir dans leur prise en charge auprès du patient. Donc ils peuvent aujourd'hui passer par l'environnement numérique, donc dont mon espace santé, mais l'objectif est également de leur proposer donc un système de prise de rendez-vous à travers des plateformes pour permettre d'organiser en fait au mieux leur journée, que ce soit pour l'infirmière qui va effectuer en fait la TLCA et également en fait le médecin qui va pouvoir justement répondre à ce besoin de consultation, et également des systèmes d'information partagés, mais donc qui vont être propres. Donc c'est un logiciel qui permet en fait une communication directe entre le professionnel de santé qui va effectuer la téléconsultation et le médecin traitant de la personne. Et si jamais ce n'est pas également, petite précision, si ce n'est pas le médecin traitant de la personne concernée, l'objectif c'est également de faire le lien entre le médecin généraliste qui va effectuer en fait la téléconsultation et le médecin traitant pour justement que personne ne soit lésé. Très bien, merci. Vous l'avez dit, aujourd'hui, vous êtes plutôt au stade de l'expérimentation. C'est un projet que vous êtes en train de déployer au sein de votre territoire. Quelles sont les perspectives d'évolution de la téléconsultation assistée au sein de la CPTS de Liévin Pays d'Artois? Alors la perspective d'évolution à ce jour, donc ce dispositif est plutôt porté au sein des maisons de santé, étant laboratoire, donc c'est plutôt facilitateur aujourd'hui. À terme, nous aimerions bien l'étendre en fait à l'échelle du territoire et avoir un moyen de pouvoir le proposer en fait à l'ensemble des personnes, parce que c'est clair que on a un territoire qui est sous-doté, on va dire médicalement parlant, et surtout très vieux. Donc la difficulté, en fait, il s'agit souvent en fait de personnes grabataires, et avec l'infirmière référente de cette personne, l'objectif c'est de pouvoir en fait mettre à disposition dans un lieu donné, quasiment presque H24, que la personne en fait, l'infirmière puisse récupérer en fait la mallette quand elle en a besoin, pouvoir en fait placer ce rendez-vous-là et qu'il y ait en fait le lien de fait, soit avec le médecin traitant, s'il est disponible, ou en fait un médecin généraliste qui peut être à disposition et qui se chargera aussi de transmettre un compte rendu en fait à son confrère pour permettre justement cette continuité. Merci beaucoup. Donc, nous l'avons vu, la téléconsultation assistée peut être un enjeu effectivement pour une patientèle, mais également à l'échelle d'un territoire. Toutefois, si on s'intéresse à une patientèle, des aspects juridiques et réglementaires peuvent venir se poser. Et je vais laisser maintenant la parole à maître Yannick Francia, donc, qui est avocat spécialisé en droit public et privé de la santé. Yannick, la première question qui se pose et qui nous a été d'ailleurs remontée à nous en amont de ce webinaire par plusieurs médecins, c'est quelles sont les principales précautions légales à prendre lors de la mise en place d'un service de téléconsultation assistée lorsque l'on est un professionnel de santé? Merci Marianne, bonjour à tous. J'ai envie de dire que c'est les mêmes précautions qu'il faut prendre quand on met en place une offre de service en télémédecine simple, j'ai envie de dire. Qu'elle soit assistée ou pas assistée, les obligations vont être les mêmes. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs de les rappeler. Les premières obligations, c'est de s'assurer que le téléconsultant, comme l'assistant, se trouve dans un environnement qui permet un exercice, je dirais, correct de l'art médical, et qui permet surtout, du point de vue du patient, d'être dans un environnement où on va pouvoir lui garantir une confidentialité. Ça, j'ai envie de dire que c'est l'environnement un peu global. Il y a un deuxième environnement, une deuxième précaution à prendre qui est plus spécifique à la téléconsultation, et là on est dans le cœur du sujet, c'est évidemment que le professionnel de santé doit être en capacité de juger de la pertinence de son acte au regard de trois critères principalement, qui sont d'ailleurs rappelés par la HAS, la situation clinique du patient, c'est-à-dire est-ce que le professionnel estime que la téléconsultation est adaptée à la situation clinique du patient,
À l'inverse, il pourrait considérer qu'un examen physique serait préférable. C'est à lui que revient cette responsabilité de décider si oui ou non il faut cet examen, si cet examen peut se faire à distance. La présence, c'est vrai, d'un assistant va venir améliorer, je dirais, la sécurité globale de cet état en vérifiant par l'assistant si le patient est en situation de pouvoir effectivement recevoir cette téléconsultation. Il doit vérifier aussi la disponibilité du dossier, des données du patient pour qu'il ait une vision globale, et puis la capacité technique, technologique de pouvoir communiquer dans de bonnes conditions avec le patient. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de, à mon sens, aujourd'hui en l'état de la réglementation, il n'y a pas de dispositif spécifique, de précautions particulières à prendre, compte tenu du fait qu'on serait sur une téléconsultation assistée. Simplement, on peut dire que chez l'assistant, il faudra s'assurer des conditions de sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Très bien, merci. Alors, quels sont les droits des patients et des professionnels en termes de consultation assistée? Alors, même réponse que tout à l'heure, les mêmes que dans le cas d'une consultation. C'est-à-dire que d'abord, le point important, c'est le droit d'être informé et d'exprimer un consentement éclairé sur le recours à la téléconsultation. Et c'est là où effectivement la présence d'un assistant va permettre d'améliorer cet objectif, le respect de cette obligation. Et donc, je rappelle que le patient doit être informé des modalités spécifiques de la téléconsultation, en précisant qu'elle sera, en l'occurrence, assistée. Il devra connaître le rôle de chacun, du téléconsultant et de l'assistant. Il doit connaître l'identité des professionnels qui vont le prendre en charge. Il doit exprimer un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, ça ne doit pas être équivoque, il doit accepter le principe de la consultation. Le deuxième droit qu'il faut lui reconnaître, c'est le droit au respect de la vie privée, de la confidentialité, ce que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, l'assistant, à mon sens, doit être une personne qui est soumise au secret professionnel. Alors, a fortiori, évidemment, on pense aux professionnels de santé, évidemment, auxiliaires médicaux. Quand on est dans des EHPAD, parce que la téléconsultation assistée, elle peut se faire à domicile, elle peut se faire chez un professionnel, pharmacien notamment, mais aussi dans un EHPAD, là aussi, s'assurer que les personnes qui entourent le patient sont bien soumis au secret professionnel, ce qui n'est pas une difficulté a priori. Et donc, ce respect de la vie privée, de la confidentialité, c'est important. Donc, s'assurer que le lieu permet de garantir cette confidentialité, qu'ensuite, il y a une communication avec un système d'information sécurisé qui permet de s'assurer, évidemment, que les droits des patients seront respectés. Et puis, le dernier droit, mais je l'évoque, mais juste pour l'anecdote, c'est le droit au remboursement quand même, qui a été obtenu de haute lutte. Et donc, ce serait dommage de ne pas le signaler. Du point de vue du professionnel, l'autre élément, l'autre droit, on va dire, qui a été acquis de longue lutte, c'est l'élargissement de l'accessibilité en fait à la téléconsultation, puisque aujourd'hui, je dirais, toute structure de soins de premier recours peut avoir recours justement à une activité de téléconsultation. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Il n'y a pas là encore de contrainte, que ce soit en téléconsultation assistée ou pas. Tout professionnel peut recourir à cette technologie. Le droit, c'est le droit au refus, évidemment, de réaliser une téléconsultation. Je rappelle quand même que dans les centres de santé et de la médecine salariée, là encore, il y a le respect de l'indépendance professionnelle. Il n'y a aucune contrainte, aucune obligation à un professionnel de recourir à la téléconsultation s'il estime que ce n'est pas adapté à son exercice professionnel. Le droit d'avoir un équipement évidemment parfaitement adapté pour réaliser les consultations en bonnes conditions, l'obligation pour le médecin de délivrer des soins de qualité et évidemment la juste rétribution. Je termine par ça, le droit évidemment à être rémunéré par l'assurance maladie pour cet acte intellectuel que constitue la téléconsultation, qui est une consultation à part entière. Merci maître. Une question qui est souvent posée par la communauté médicale, mais dans le cadre de la téléconsultation assistée, qui peut se poser également pour la communauté paramédicale, donc qui est auprès du patient et pour la communauté médicale en distanciel. Quid de la responsabilité, notamment de la responsabilité médicale, dans le cadre de la pose d'un diagnostic pour ces professionnels? Alors aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de recul, puisque la pratique est tout à fait nouvelle. On a relativement encore peu de recul sur la téléconsultation simple, encore moins sur la téléconsultation assistée. Et la question qui vient nécessairement à l'esprit, c'est la question de savoir s'il peut y avoir un partage de responsabilité entre le téléconsultant et l'assistant. Bon, d'abord, rappelons que le principal responsable, ça restera le téléconsultant. Le médecin, il fait son acte de téléconsultation, il fait sa consultation,
il est le principal responsable de son acte. Alors c'est vrai qu'il ne maîtrise pas l'organisation matérielle qui, du côté de l'assistant et du côté du patient, permet la réalisation de l'acte. Pour autant, je pense quand même qu'on aura une responsabilité, entre guillemets, de principe, c'est-à-dire une recherche de responsabilité, d'abord du côté du téléconsultant, lequel pourra, le cas échéant, se retourner vers l'organisation qui a mis en place l'assistance pour la téléconsultation pour voir s'il y a un risque, un partage de responsabilité. En tout cas, du point de vue des deux obligations que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'obligation d'un consentement libre et éclairé et l'obligation d'avoir une bonne traçabilité, le respect de la confidentialité, n'oublions pas que l'obligation pèse d'abord sur le soignant. C'est d'abord le médecin qui est tenu de cette obligation et de s'assurer qu'il va faire un acte de téléconsultation dans un environnement qui le protège, lui, d'abord, du point de vue notamment de ses obligations déontologiques. Et quand on parle de traçabilité ou de confidentialité, on parle de couverture, de respect du secret médical. Et si jamais le médecin, sans se rendre compte, eh bien, se trouve dans une situation où il y a un risque de violation du secret médical, c'est lui qui va être recherché en termes de responsabilité, aussi bien disciplinaire que pénale, puisque je rappelle que la violation du secret médical est une infraction pénale. Donc, aujourd'hui, tout n'est pas bien stabilisé, il va falloir construire, mais avec les textes que nous avons en termes de responsabilité médicale, une faute, un dommage, un lien de causalité, on a déjà les ingrédients qui permettront, le cas échéant, d'apprécier une situation juridique qui s'est réalisée dans les conditions d'une téléconsultation assistée. Très bien. Une question qui nous est également posée par de nombreux professionnels de santé. Est-ce que la réalisation de téléconsultations assistées est possible, donc dans le premier recours, plutôt dans le cadre d'un exercice libéral, mais également possible pour les professionnels hospitaliers? Et si oui, quelles sont les conditions attenantes en fonction du mode d'exercice? Alors, en l'état des textes, on est vraiment dans une logique d'élargissement. Donc, dans le secteur hospitalier, le recours à la télémédecine, à la téléconsultation se développe de plus en plus. Nous, on a eu une question récemment sur la téléconsultation assistée en psychiatrie pour des personnes en situation de placement d'office. Vous savez, des personnes, des soins sans consentement. Bon, on nous a interrogé sur la possibilité pour le psychiatre de faire le psychiatre qui est dans un secteur psychiatrique, donc sectorisé, donc public, de pouvoir faire de rendre un avis à distance. Bon, de notre point de vue, ça reste possible dans des cas où effectivement le psychiatre a estimé qu'il connaît déjà le patient, qu'il connaît sa trajectoire psychiatrique, qui est déjà connue pour être suivi, et donc il peut admettre qu'il puisse y avoir de la télé-expertise ou de la télé-consultation à distance. Ce qu'on sait à l'inverse, c'est que, et ça a été jugé par la chambre criminelle, par exemple, un expert judiciaire ne pourrait pas faire une expertise judiciaire dans le cadre d'un dossier criminel à distance, par exemple. Donc, ça commence à se développer dans le secteur hospitalier. Le secteur libéral, j'en parle pas, évidemment. Les centres de santé, ils y viennent. Mais le secteur hospitalier, ça commence à venir. Très bien. Merci beaucoup, Maître. Il y a plusieurs questions qui ont été posées et nous reviendrons dessus donc en fin de session. Nous allons maintenant laisser la place au docteur Thierry Manteau et à monsieur Per Vetreno. Donc, vous êtes un binôme médecin-infirmier qui avait inclus dans votre pratique la téléconsultation assistée. Donc, on l'a rappelé en début de webinaire, aujourd'hui, 3 médecins sur 4 ont déjà exercé au moins une fois la téléconsultation assistée. C'est encore plus à la marge pour les infirmiers. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment est-ce que vous organisez la téléconsultation assistée dans votre pratique? Oui, bonjour à tous. Merci de nous donner la parole et de notre retour d'expérience par rapport à la téléconsultation assistée que l'on a créée à Courbevoie dans un centre de santé. Alors, la particularité, c'est que nos médecins faisaient déjà de la téléconsultation sur notre plateforme et donc étaient déjà formés à prodiguer des soins sur des patients qu'ils ne connaissent pas forcément, ce qui est une grande différence souvent quand on a des médecins installés et des médecins traitants qui font de la téléconsultation avec des patients qu'ils connaissent. Donc déjà à la base, sur tout ce qui est téléconsultation classique, nous avions nos propres protocoles
pour savoir qu'est-ce qui est faisable et pas faisable en téléconsultation. Et donc, quand on a amené la téléconsultation assistée, quand on a eu cette idée d'élargir l'offre de soins sur Courbevoie via la téléconsultation assistée, on est resté dans cette même optique d'enrichir finalement l'expérience de nos médecins qui avaient déjà cette habitude, et en élargissant le champ des possibles via la téléconsultation assistée et via la présence des infirmiers qui accueillent et qui sont le relais sur place, les yeux et les mains du médecin physiquement sur le centre. Donc, je vais laisser Pierre un petit peu décrire son rôle d'accueil et d'aide pour le médecin, et puis nous pourrons voir effectivement des exemples de situations cliniques. Merci Thierry, bonjour à tous. Très rapidement pour resituer, donc, comme Thierry, j'avais une expérience de la téléconsultation déjà écrite avant de commencer la téléconsultation assistée, et un bagage professionnel et personnel d'une quinzaine d'années dans différents services, mais principalement aux urgences d'hôpitaux parisiens. Donc, aujourd'hui, comment se passe une téléconsultation assistée? Aujourd'hui, on reçoit des patients en demande de soins, principalement de médecine générale, qui n'ont pour la plupart pas de médecin traitant ou pas accès à leur médecin traitant, et qui sont accueillis dans nos cabinets à Courbevoie par ma collègue secrétaire et moi-même, et notre robot de télémédecine sur lequel sont connectés les médecins. Alors, à titre d'équipement, nous avons de quoi ausculter le patient, un stéthoscope connecté, une caméra avec dermatoscope, avec otoscope, de quoi montrer exactement au médecin à distance tout ce dont il a besoin, pour mener sa consultation. On a bien évidemment été formé en amont par le docteur Manteau sur les auscultations un petit peu particulières, pulmonaires ou cardiaques, les palpations abdominales qui sont des points d'attention particulière, et tout ce qui va être palpation de traumatologie. L'avantage pour le patient, il est simple, c'est que si nous, on n'était pas là, il n'aurait pas pu avoir ce créneau. Et l'autre avantage, c'est qu'il ne se retrouve pas seul face à une cabine, et il a la présence d'un soignant qui est capable de comprendre, j'imagine, mieux qu'une machine sans assistance. Les consultations mènent très généralement à faire avancer le patient, en tout cas dans sa demande, mais ne remplaceront pas un véritable suivi avec le médecin traitant qui connaît bien le patient. Et on n'a pas vocation à ça. En revanche, à titre personnel et professionnel, j'apprends énormément de mes binômes, quels que soient les médecins avec lesquels je travaille, et c'est absolument riche d'enseignements, en tout cas pour le personnel paramédical. Merci Pierre pour cette réponse. Ça répond à la question, et vous avez même un peu devancé la suivante, puisque on l'entend. Donc il y a des bénéfices pour vos patients. Vous l'avez évoqué. Alors vous êtes sur le territoire de Courbevoie, qui, on l'imagine, n'est pas le plus simple aujourd'hui à l'échelle nationale. Des patients qui n'ont plus de médecin traitant et qui vont se tourner vers vous, donc pour avoir accès aux soins. On imagine les bénéfices, et on en a aussi parlé dans l'introduction de ce webinaire. Aujourd'hui, pour vous, en tant que professionnel, donc Pierre en tant qu'infirmier et Thierry en tant que médecin, quels sont les bénéfices majeurs que vous allez retirer de la téléconsultation assistée? Alors pour les patients, comme disait Pierre, c'est-à-dire qu'on leur offre une offre de soins qu'ils n'avaient plus. Donc, c'est des créneaux supplémentaires que l'on peut amener. En termes d'organisation aussi, parce que finalement, c'était assez simple. Bon, il a fallu quand même l'aide de la mairie, trouver des locaux, les aménager, avoir les accords pour pouvoir accueillir des patients. Mais ça reste relativement... disons qu'on n'a pas besoin de locaux gigantesques, on n'a pas besoin de structures très, très spécifiques.
Donc ça peut se faire finalement, ça peut se mettre en place dans différents territoires qui ont la même problématique qu'à Courbevoie et être au plus près des patients, avoir une gradation des soins. La téléconsultation, le patient il reste à domicile et là, avec la téléconsultation assistée, il peut se déplacer proche de son domicile, mais au moins pour avoir finalement une prise en charge quand même plus riche, hein, via ce que Pierre expliquait un petit peu les différents outils dont on disposait pour pouvoir faire notre diagnostic, hein, parce qu'en plus de leur qualité humaine des infirmiers, parce que ça c'est naturel, c'est-à-dire ils ont un échange naturel avec le patient, donc ça on en bénéficie aussi puisque le patient est à l'aise et ça change tout quand le patient est en bonne disposition aussi pour échanger, pour recueillir des informations. Et dans ces cas-là, voilà, on arrive à avoir une activité quasiment qu'on pourrait avoir en présentiel. Donc l'avantage pour le patient, c'est limiter finalement les situations où on ne pourrait pas le prendre en charge. On a souvent l'habitude de dire qu'en téléconsultation classique, on arrive à gérer entre 70 et 80% des situations cliniques, mais que voilà, dans 20 à 30% des cas, il faut absolument un examen clinique. Et grâce à la téléconsultation assistée, on arrive à gérer quasiment 90-95% des situations. Et pour donc l'avantage, il est certain pour le patient. En tant que médecin, pour vous, puisque finalement, on va rencontrer parfois des professionnels de santé qui peuvent être réfractaires. Et donc, pour vous, en tant que professionnel de santé, quels bénéfices vous allez en tirer? Alors, là, on a bien vu sur le centre de santé de Courbevoie la difficulté, parce qu'on a aussi une offre de consultation en présentiel, la difficulté de recruter des médecins sur le territoire même. Donc là, finalement, on va aller chercher les médecins là où ils sont. Donc, on a des médecins en Bretagne, on a des médecins dans l'Est, on a des médecins qui sont dans le Nord, et ça leur permet de diversifier leur activité en restant dans leur lieu de vie. Donc, c'est vraiment un avantage pour aussi aimer travailler en équipe. Parce que Pierre racontait son expérience et l'enrichissement de travailler aux côtés des médecins, mais c'est réciproque, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir, de ne plus être isolé, parce que dans notre activité habituelle en cabinet de ville, on est isolé. Là, le fait de pouvoir échanger, alors que on débriefe souvent après, je pense que Pierre pourra peut-être le raconter, mais ça arrive que dans des situations, qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu l'as vu, comment tu l'as senti. Ça, c'est hyper enrichissant de pouvoir savoir que on est plusieurs sur la prise en charge d'un patient. Je vous laisse rebondir. Pierre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez l'opportunité, grâce à la téléconsultation assistée, de beaucoup apprendre et de faire évoluer votre pratique en tant qu'infirmier. Est-ce que vous en tirez d'autres bénéfices? Oui, alors je vais en remettre peut-être une couche sur l'aspect humain, mais c'est vrai que de formation hospitalière, on est habitué à travailler en équipe et au contact de médecins qui ont été longtemps dans leur cabinet, c'est vrai qu'il y a une vraie rencontre qui s'effectue. Et comme dit Thierry, le médecin aussi apprend beaucoup de l'infirmier et à titre professionnel, c'est grisant de pouvoir échanger régulièrement, et comme le dit Thierry, sur chaque prise en charge, que ce soit en temps réel, même devant le patient, c'est plus rassurant pour lui de savoir que deux personnes en même temps se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Donc il y a une vraie relation de soins de grande qualité qui s'effectue et aussi riche que le nombre de médecins disponibles, aussi différents que les patients qui se présentent. Nous, les infirmiers, on aime s'adapter et faire au mieux pour la personne qui se présente à nous. Merci pour votre retour. Une dernière question et en 2 minutes. Est-ce que vous l'avez évoqué rapidement, il y a une nécessité de formation des professionnels aux outils et à l'organisation autour de la téléconsultation assistée. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous et comment est-ce que vous l'organisez? Alors, sur les outils, c'est assez simple puisque, comme je vous disais, c'est déjà des médecins qui étaient habitués à un contact à distance avec le patient. Donc, avoir un ordinateur, avoir la caméra, sauf que là, c'est dans de bonnes conditions dans le sens où la caméra, elle est quand même très, très
performante, on peut zoomer, on peut avoir un champ large de la situation de la salle d'examen. Donc sur les outils, ça va assez vite. Ce qui était important, c'était sur la prise en charge médicale. Et tout à l'heure, on parlait d'un peu de juridique et de responsabilité. Il faut, même si on laisse toujours la possibilité aux médecins d'être décisionnaires dans ces possibilités et dans qu'est-ce qui est adapté ou pas à la téléconsultation, notre rôle, c'est quand même de le guider et de mettre, de vraiment faire des protocoles de graduation de soins, c'est-à-dire ça, on peut le faire en téléconsultation classique, ça, on peut le faire en téléconsultation assistée, et ça, par contre, il faut renvoyer en présentiel. Un patient qui vient avec un déficit moteur, on va tout de suite passer en téléconsultation aux urgences, je veux dire. Donc, on va avoir différentes lignes de conduite en fonction des pathologies, et ça, oui, il faut en être conscient, surtout pour un médecin qui aurait moins d'expérience dans ces possibilités-là, parce que le but, c'est de sécuriser la prise en charge des patients, bien sûr, mais pas de mettre en difficulté le médecin face à ce genre de pratiques innovantes. Merci à tous les deux pour votre intervention. Nous allons passer maintenant à notre dernier expert, Gérald. Alors, vous êtes un spécialiste Gérald, des évaluations, de l'innovation et donc de ces questions aussi autour des technologies et du numérique en santé. Je sais que vous avez préparé finement votre intervention puisque finalement, aujourd'hui, ce sont peu de données qui existent autour justement de l'évaluation des usages dans la téléconsultation assistée et finalement, plusieurs questions se sont posées à nous lorsque nous avons préparé ce webinaire. Comment est-ce qu'on évalue l'efficacité du service rendu aux patients, aux professionnels, sur quels aspects est-ce qu'on peut se pencher? Et donc, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de me donner cette opportunité de parler des usages, parce que c'est vrai que le terme usage est dans la bouche de tout le monde, mais malheureusement aujourd'hui, on a assez peu de données, comme vous le rappeliez Morgane, sur les usages réels de la téléconsultation. Alors, de la téléconsultation assistée, un peu moins, mais en fait, je vais répondre tout de suite à la question qu'on me pose souvent, mais pourquoi analyser les usages? Pourquoi comprendre les usages d'une technologie ou d'une solution? Je prendrai juste l'exemple de ces travaux suisses qui sont parus il y a quelque temps sur la téléconsultation et qui présentaient en fait les enjeux de la téléconsultation assistée pour le patient. Comment faire confiance à un médecin qu'il ne connaît pas et qui est à distance? Pour le médecin, quelles sont les difficultés, en tout cas les limites, ça a été évoqué par ailleurs, de l'exercice physique limité? Quelles sont les difficultés, quelles sont les difficultés pour capter les émotions du patient? Et puis pour le soignant, comment on instaure cette relation de confiance donc entre le patient et le médecin? Et puis le soignant, on l'a bien vu, c'est un relais très important auprès du patient. Alors pour avancer sur cette question, je vais vous donner quelques notions, on va dire, sur les usages, pour passer d'une vision un peu quantitative, parce qu'au final aujourd'hui on n'a que ça, on n'a que des éléments quantitatifs, on a assez peu d'éléments qualitatifs, à part les témoignages que vous venez de donner et d'autres qu'on trouve dans la littérature. Il y a une thèse récente de médecine sur la téléconsultation assistée. Vous donnez quelques informations sur la notion d'usage en santé. Vous donnez aussi des exemples, parce qu'il y a des travaux qui sont faits dans le champ des usages sur d'autres sujets que ceux de la téléconsultation, et puis revenir à notre téléconsultation assistée pour voir un peu les critères, les paramètres qu'on pourrait prendre en compte pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse des usages. Alors, vous avez tous en tête ces représentations qui sont parues récemment dans le monde, d'ailleurs au début de l'année, sur l'évolution, en tout cas pas de la téléconsultation assistée, mais de la téléconsultation depuis le Covid versus actuellement, 27% versus 4%. Donc là, il y a des facteurs explicatifs liés à la pandémie, mais il y a peut-être aussi d'autres raisons pour le fait, on l'a vu à travers les témoignages, la problématique de l'organisation, de la formation, des dispositifs qui sont mis à disposition, qui rentrent dans l'explication de ces chiffres. Alors, quand on regarde un petit peu plus de près, cette fois-ci, les chiffres qui sont disponibles essentiellement via l'assurance maladie, donc ça, c'est des études que vous pouvez retrouver sur Le Monde, mais aussi dans d'autres journaux scientifiques, plus scientifiques, pardon.
Les généralistes utilisent à 71% cet outil. Et puis, on retrouve des informations qui commencent à se rapprocher de la problématique des usages d'un point de vue explicatif. Par exemple, les téléconsultations sont plus développées en zone urbaine, alors que paradoxalement, on pourrait imaginer qu'elles soient plus développées dans les zones rurales. Et puis, les adeptes de la téléconsultation sont plutôt, en l'occurrence, dans la téléconsultation et pas la téléconsultation assistée, des gens de 20 à 49 ans. Donc là, on peut voir aussi une certaine technophilie dans l'approche de la téléconsultation parce que c'est nécessaire de mobiliser un ordinateur. Alors, à travers ces chiffres-là, on n'a pas vraiment toutes les explications de l'usage de la téléconsultation. Alors moi, ce que je vous propose, c'est juste de vous donner 2-3 petites notions autour des usages. En fait, quand on parle des usages, il faut juste se rappeler les 3 U. Hein. Le fait qu'on crée quelque chose pour que ça soit utile, et ça, je pense que dans le champ de la télémédecine et de la télésanté, depuis les années 60, au moins la fin des années 60, début des années 70, on sait que la téléconsultation est utile. En l'occurrence, dans le cas d'un certain nombre de problématiques où il y a un isolement, les travaux de la NASA sur le sujet. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'outil que je développe est utilisable? Et là, pareil, depuis le début des années 2000, avec le développement d'Internet, on peut avoir aujourd'hui des outils utilisables, et les outils que vous avez décrits et que vous utilisez sont aujourd'hui utilisables. Ils sont même certifiés par un marquage CE qui garantit l'aptitude à l'utilisation de ces outils. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont utilisés? Et on peut se poser la question aujourd'hui de l'usage au quotidien de ces outils. Et utiliser, ça, c'est une question un peu plus complexe parce que, en fait, utiliser, ça dépend, en fait, vous savez, l'usage, c'est une définition un peu factorielle. C'est-à-dire que l'usage, c'est pas simplement l'ergonomie du dispositif. L'usage, c'est, d'une certaine façon, et ça a été assez décrit déjà depuis très longtemps, c'est une acceptabilité pratique de l'outil. Ça, c'est très important, la notion de théorique et de pratique. Cette acceptabilité pratique, elle passe par l'utilité, le coût, la compatibilité. Je sais que l'interopérabilité et les autres sujets sont au cœur de la télémédecine et des téléconsultations, et la fiabilité. Et ça, c'est une notion très importante en médecine parce que qui dit pas fiable, qui dit outil qui va sortir en fait de la représentation des outils qui vont être disponibles pour le médecin. Et puis après, quand on avance un petit peu plus, et vous allez retrouver plein de choses que vous avez entre guillemets dit dans la téléconsultation, c'est qu'en fait, il faut essayer d'aller sur l'utilité pratique. C'est-à-dire quoi? La facilité à apprendre, donc à l'apprentissage sur la technologie, à l'efficience. Est-ce que ça répond aux objectifs qu'on me fixe? La mémorisation, parce que quelquefois, c'est un peu complexe et il faut avoir suffisamment de mémoire pour se rappeler de l'ensemble des dispositifs. Prévenir les erreurs, c'est ce que fait l'aptitude à l'utilisation, et le sentiment au final de satisfaction. Parce qu'on revient à l'utilisation d'un dispositif quand on a été satisfait, ou en tout cas quand les parties prenantes qui se sont engagées ont été satisfaites. Donc ça, je ne vais pas aller plus loin sur ce terrain-là, mais juste pour vous donner un exemple de comment ça se traduit dans les études aujourd'hui des usages, une étude qui a été assez récente, et je vous conseille vraiment de vous rapprocher de ces travaux de Noémie Chagnaud, qui vient d'étudier en fait les usages dans le cadre de la médecine en ambulatoire. Grosso modo, l'hôpital confie des dispositifs à un certain nombre de personnes pour pouvoir suivre leurs paramètres en ambulatoire une fois qu'ils ont été opérés au retour au domicile. Et ben, ce qu'on s'aperçoit de façon scientifique, puisque les études ont été appuyées par un certain nombre de travaux qui ont amené des confirmations scientifiques, c'est qu'en fait, plusieurs paramètres interviennent dans l'usage de ces solutions. Des paramètres qui sont liés au patient, bien sûr, c'est lui qui, là, il est tout seul, il est autonome au domicile. Des facteurs sociaux, par exemple, l'âge, le niveau d'éducation, la technophilie des patients. On retrouve les informations qu'on a identifiées précédemment sur les catégories d'âge. Des facteurs émotionnels, l'engagement, la motivation, ça c'est un élément aussi extrêmement important. Et puis aussi des facteurs cognitifs, et je vais tout de suite illustrer après cette diapo par quelque chose dans la littératie en santé, parce qu'on s'aperçoit que le niveau de littératie en santé et sa compréhension de la santé influent beaucoup sur leur capacité d'utiliser au final les outils qui sont proposés. L'équipe soignante est également
fortement impacté par la notion d'usage. Les ressources qu'on met à disposition, on sait qu'aujourd'hui, on lit quasiment plus les notices, hein, c'est plus ou moins instinctif. Et puis, ce qui est très intéressant par ailleurs, c'est la nature des personnes qui ont prescrit le dispositif. Est-ce que c'est une infirmière? Est-ce que c'est le médecin anesthésiste? Est-ce que c'est un autre médecin du service? Et ça va influer beaucoup, en fait, sur leur capacité d'utiliser mobiliser les dispositifs au domicile du patient. Et puis, rappeler aussi des choses que j'ai déjà évoquées, le fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment un effort substantiel dans les dispositifs d'ergonomie et d'interface. Alors, j'illustre ça, j'ai bientôt fini, je vois que le temps court, mais vous voyez en fait, à travers cette étude, ces travaux, que en fait, vous avez un effet de seuil, c'est-à-dire que les personnes en dessous d'un certain niveau de littératie en santé n'ont malheureusement plus de difficultés à utiliser le dispositif qui a été proposé dans cette étude. Globalement, ces personnes-là vont faire beaucoup d'erreurs et ne vont pas arriver à transmettre l'information nécessaire vers les équipes médicales. Donc, en fait, tous ces paramètres influencent l'usage. Et au final, qu'est-ce qu'on peut dire quand on essaye d'ouvrir le spectre des usages? C'est que l'usage, ça dépend potentiellement d'une perspective plutôt ergonomique, enfin, en tout cas techno-ergonomique à travers l'interface. Mais ça dépend aussi globalement d'une perspective plutôt socio-technique, c'est-à-dire le challenge qu'il faut relever autour de l'expérience des utilisateurs et la relation avec l'organisation. Et puis qu'au-dessus de tout ça, de façon un peu plus globale, eh bien en fait, la perspective, elle est aussi symbolique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de challenger la signification et le sens dans un contexte d'application. Alors, si je reviens à la téléconsultation assistée, comment on peut analyser, on va dire, les choses d'un point de vue usage en prenant ces trois concepts, c'est-à-dire socio-ergonomique et puis socio-technique? Qu'est-ce qu'on peut regarder en termes d'utilisabilité de la station de télémédecine et des périphériques? Il faut essayer de vérifier la mise en œuvre de l'équipement en interaction avec le patient, l'ergonomie globale de la station et de ses interfaces, que ce soit des deux côtés, hein, côté patient ou côté professionnel, les risques d'erreur engagés, en particulier sur la collecte des informations physiologiques, et puis l'intégration plus globale dans un environnement numérique, puisqu'on a besoin des dossiers médicaux et de l'ensemble des informations nécessaires. Si on rentre dans une perspective socio-technique, ça nécessite d'avoir une visibilité correcte sur la qualification des personnes en charge d'interagir avec les équipements, la nature des formations, des instructions données ou le temps de téléconsultation assistée en fonction des cas. Et d'un point de vue plus cognitif, symbolique, les actions nécessaires pour préparer et anticiper la téléconsultation sont extrêmement importantes. Les protocoles mis en place font partie aussi des enjeux. Les typologies de cas en fonction des téléconsultations. Et puis, globalement, on trouve dans certains papiers aujourd'hui une problématique liée à l'interaction, en fait, du raisonnement clinique infirmier versus médicaux, et puis comment tout ça s'intègre plus globalement dans la pratique. J'en terminerai en disant que, en fait, en plus des usages, les enjeux aujourd'hui à relever sont de mesurer les impacts organisationnels de la téléconsultation assistée. C'est un lien, en fait, entre l'organisation potentiellement et le modèle économique, les impacts sur la qualité de vie des patients et leur santé, les impacts sur la charge de travail des soignants, et puis plus globalement, l'identification des organisations les plus favorables et les plus pérennes à la mettre en place, la téléconsultation, sans oublier les aspects économiques qui ont été déjà évoqués. Voilà, c'était un petit peu rapide pour vous faire passer ces messages qui relèvent en fait d'une vision globale, d'une vision systémique, puisque l'usage dépend globalement d'un certain nombre de paramètres. Merci Gérald pour cette intervention. Merci à l'ensemble de nos experts. Nous savons que le temps est contraint. Un certain nombre de questions-réponses ont été posées, alors à la fois dans la partie questions, mais aussi dans le chat. Et Hugo, je vais te laisser prendre la main sur cette partie où je poursuis comme tu veux, mais pour finalement venir ventiler un peu à nos différents intervenants les questions qui leur ont été soumises. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour vos interventions, c'était hyper riche et très intéressant. Alors il y a une première question du coup qui a été posée par Zahira. Alors je pense qu'on va plus l'orienter vers Riyad, mais est-ce qu'il y a des qualifications particulières requises pour aller assister le patient du coup au domicile?
Alors, pardon, excuse-moi, je pense que cette question est plutôt une question métier que j'aurais orientée vers Pierre ou vers Thierry, en dehors de la qualification de professionnel de santé. Est-ce que c'est uniquement réservé aux infirmiers, aux médecins? Je vois qu'il y a eu une question aussi concernant les infirmiers de pratique avancée, hein, ces infirmiers qui auront fait donc 2 ans d'études en plus des infirmiers diplômés d'État. Est-ce que ce sont uniquement eux qui peuvent faire de la téléconsultation assistée ou non? Sur le plan médical. Thierry, si tu veux. Oui, vas-y, Pierre, vas-y. Je vais parler à titre d'infirmier diplômé d'État sans supplément de pratique avancée. La demande, je la comprends, elle est tout à fait légitime. Néanmoins, je vais répondre non dans un premier temps, quitte à élever le débat, dans la mesure où, à ce jour, c'est plus l'expérience de terrain et la curiosité professionnelle qui moi, m'ont amené à me tourner vers ce mode d'exercice. Et il n'y a aucune obligation légale dans ce, je ne vais pas dire vide, ce serait mal élevé, mais dans cette nouvelle pratique de la téléconsultation assistée. Yannick, est-ce que vous confirmez? Voilà, je confirme. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un va être au contact d'un patient qui va recevoir une consultation médicale, il faut s'assurer que la personne ait la capacité, la compétence et soit soumise à un secret professionnel. C'est ça qui est important. Mais en l'état des textes, à ma connaissance, le statut de l'assistant auprès du patient qui va participer à une téléconsultation n'est pas encore défini. Merci beaucoup. Et si on continue en tout cas sur les questions, plus pour les en tout cas questions métiers, ici on a une question de Delphine qui demandait comment son côté en tout cas ces téléconsultations assistées et combien sont-elles facturées pour le médecin et pour l'IDE. Je pense que c'est une question pour vous, Thierry. Il y a deux cotations. Il y a la cotation de l'acte de téléconsultation, donc c'est le même acte qu'une téléconsultation classique, hein, la TCG à 25 €. Et il y a une consultation IDE. Alors je ne sais pas si tu la connais, Pierre, TLL, je crois. 12 €, je peux vous dire ça. Je peux vous répondre en direct, hein, qui est de 12 € ou de 15 € en fonction de si vous êtes dans un lieu dédié à la téléconsultation assistée ou si vous êtes au domicile du patient. Voilà, donc nous, c'est 12 € en centre de santé. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que ça répond en tout cas à votre question. Et puis peut-être une dernière question parce que le temps file. On va pas non plus vous retenir trop longtemps, mais en tout cas une question pour Riyad ou Thierry. Mais du coup, vous aviez évoqué pouvoir répondre à des demandes de consultation en médecine générale, mais est-ce qu'il y a des médecins spécialistes disponibles pour assurer des téléconsultations? Des médecins spécialistes, pardon. Sur Courbevoie, pour l'instant, non, mais en mode téléexpertise, oui, c'est tout à fait envisageable. D'accord. Riyad, et sur Liévin, effectivement, pareil, c'est encore de la téléexpertise, pas pour l'instant en fait en téléconsultation assistée. On sait en revanche que plusieurs équipes de soins, et notamment on le voit aussi avec l'émergence des équipes de soins spécialisées, la téléconsultation assistée par des médecins spécialistes est tout à fait possible et dans le droit commun. Je me permets de rebondir, Riyad, je sais que vous allez devoir nous quitter. Une question a été posée sur le financement de l'achat du matériel de téléconsultation assistée. Est-ce que vous avez éventuellement, en tant que CPTS, des aides de l'ARS ou d'autres partenaires pour venir financer ces équipements? Alors, directement, non. Il s'agit principalement en fait de financements qui sont fléchés. Donc, alors c'est pour ça que j'ai précisé aujourd'hui qu'on ne partait pas sur de l'achat en fait, que ce soit de mallettes ou de sacs à dos en fait pour du matériel de téléconsultation assistée. C'est vraiment en fait de la location. Donc, ce qui revient en fait, ça dépend également de la taille aujourd'hui de la CPTS. Donc, pour expliquer vraiment d'où vient le financement, l'accord conventionnel interprofessionnel permet en fait un financement des CPTS à travers des missions. Donc, notamment en fait la mission accès aux soins, qualité pertinence des soins et également accompagnement des professionnels de santé. Donc cette enveloppe,
ces différentes enveloppes en fait permettent de couvrir aujourd'hui la location. Donc en fonction des tailles des CPTS, du prestataire, des options à proprement parler en fait de matériel, qui seront rajoutés, ça peut être un otoscope, un dermatoscope, etc. Ça tombe en tout cas pour chez nous entre 200 et 300 euros par mois. Très bien. Donc, entièrement pris en charge par la CPTS. Tout à fait. Merci. Hugo, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Puis, il y a une question qui a été posée par Léa, ici, plus une question pour Thierry, mais quelles vont être vraiment les différences entre la téléconsultation assistée et une cabine de télémédecine qu'on peut retrouver dans différentes structures? Déjà, d'emblée, l'humain, parce que Pierre en parlait tout à l'heure, le contact est hyper important. La mise en situation du patient, la manière de l'accompagner, de prendre les renseignements médicaux nécessaires, ça c'est très important. Même quand dans une cabine, il n'y a que le médecin à distance, et parfois, il y a quand même cette barrière d'un coup, alors que là, l'IDE sur place rompt complètement la barrière technologique. Après, il y a la partie diagnostic en tant que tel, parce qu'une s'auto-ausculter, c'est pas évident. Et je pense que Pierre pourra décrire l'auscultation d'une oreille. On ne voit pas du tout le patient le faire tout seul. J'allais rebondir, mais sur l'accompagnement et la vulgarisation, en fait, on fait vraiment l'interface entre le médecin et le patient. On remplace la machine, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, ça peut être adapté pour quelqu'un, une machine seule qui sait de quoi il parle. Malheureusement, en France, les gens sont pas très bien formés à leur propre santé. Donc je pense qu'il y a une véritable plus-value dans l'intérêt du patient. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, à part Morgane, si tu en as encore de ton côté. Moi, j'en ai une dernière pour Yannick et pour Gérald. On l'a vu, donc il y a un certain nombre de dispositifs d'évaluation qui seraient certainement à mettre en œuvre autour du dispositif de téléconsultation assistée. Selon vous, ces modalités d'évaluation doivent-ils venir d'un modèle qui soit réglementaire et donc à un niveau national, ou venir directement des usages au sein des territoires? Moi, je veux bien commencer à répondre. Je pense que les deux, en fait. Je pense qu'on a besoin que les territoires puissent se saisir quand même pour optimiser peut-être la mise en œuvre de la téléconsultation assistée et puis pour garantir un certain nombre de difficultés, parce que malgré tout, quand on va sur le terrain, il y a un certain nombre de difficultés. Donc, je pense que les territoires peuvent se saisir de ces enjeux-là, aidés potentiellement par l'ARS, en tout cas sur les territoires où est l'assurance maladie. Et puis, d'un point de vue un petit peu plus académique, où les autorités de santé, je pense que ce serait intéressant que les autorités de santé se penchent un peu sur l'évaluation d'usage de ces solutions, puisque pour moi, c'est un maillon indispensable entre l'évaluation clinique et puis une évaluation plus organisationnelle et économique de la proposition de téléconsultation assistée. Ouais, je confirme. C'est ce qu'on appelle chez nous le droit souple, c'est-à-dire un droit qui provient des usages, et bien souvent l'HAS, dans ses recommandations, va prendre des recommandations qui sont réglementaires quelque part, qui s'imposent, c'est ce qu'on appelle le droit souple. Et je pense qu'effectivement, c'est parfaitement adapté à la question et à la problématique. Très bien. Merci à tous les deux pour votre réponse, et puis merci à tous pour votre participation, que ce soit à nos intervenants pour leur vision et l'apport des réponses qu'ils ont pu nous faire aujourd'hui, donc autour du sujet de la téléconsultation assistée, et puis à l'ensemble de nos participants. Comme indiqué en début de webinaire, un replay sera disponible, il vous sera envoyé par mail et sera rediffusé sur la page de Médecins Directs et d'Hippocrate Développement. Nous vous souhaitons à tous une très belle fin de journée, une très belle après-midi, et on vous dit à bientôt pour de nouveaux webinaires et de nouveaux partages de connaissances sur d'autres sujets. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.